Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire public présenté par Pascal Charpentier. Pascal œuvre dans le milieu de la finance depuis près de 25 ans et travaille pour l'Industrielle Alliance comme gestionnaire de portefeuille privé pour les particuliers et les entreprises. Le sujet du webinaire d'aujourd'hui est « Une bulle boursière prête à éclater, comment s'y préparer ?» On y abordera les caractéristiques communes des bulles boursières, les pièges à éviter et les stratégies à adopter pour bien positionner nos placements dans un contexte de bulle boursière. En tout temps, vous pouvez écrire vos questions en cliquant sur le petit onglet « Questions-réponses » en bas de l'écran. Vous pouvez aussi essayer de lever la main, mais selon le nombre, on ne pourra peut-être pas répondre, donner la parole à tout le monde. À la fin de la présentation, il y aura une période allouée aux questions pour qu'on puisse y répondre. Alors, sur ce, je laisse la parole à Pascal. Bonne présentation. Alors, bonjour à tous. Alors, il me fait plaisir de vous présenter, en fait, notre premier webinaire depuis que je fais ce travail-là. Alors, c'est quand même une période importante sur les marchés financiers. Depuis quelques mois, se fomente une bulle boursière qui est vraiment inquiétante, quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Et ce qui m'a frappé dernièrement, c'est lorsqu'au mois d'octobre, on a été reconfiné et puis finalement, la bourse, au lieu de s'ajuster à ce qui venait de se passer, a continué de monter dans sa bulle. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur ce qui se passait. Et plus le temps avance, plus on a des réponses, mais on va les voir un peu plus loin. C'est certain que pour moi, c'est très particulier de vous parler à vous parce que je suis habitué de faire des présentations puis je vois les visages dans la salle. Alors là, je parle à une caméra sans voir le monde à qui je parle. Donc, c'est ça, c'est un petit peu particulier. Alors, j'y vais. Ce qui m'a frappé au cours de la fin de l'année, c'est lorsque j'ai vu aussi des commentaires de grands gestionnaires de renom se prononcer sur la situation. Ce qui m'a frappé juste avant Noël, Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, a fait une sortie à l'effet qu'il se prononçait sur l'effet que les gouvernements interviennent tellement rapidement pour protéger les marchés financiers qui sont en train de créer un problème qui est plus grand que si finalement peut-être ils n'étaient pas intervenus. Donc, comme il le dit, les marchés financiers jouent présentement avec le feu et la Fed aussi. Plus dernièrement aussi, Stefan Jerlowski, que je n'avais pas vu écrire depuis plusieurs années, est convaincu qu'on est dans une situation hautement bulle, puis que c'est facile à voir, puis que c'est évident qu'il va se passer quelque chose au niveau de la bourse. Puis je vous ai partagé aussi, il y a peut-être 2 semaines, j'ai traduit le texte de Jeremy Grantham. Jeremy Grantham, c'est un gestionnaire de 50 ans d'expérience qui ne travaille plus dans le domaine, mais qui se permet d'écrire dans le Barron's peut-être 2 ou 3 fois par année pour donner son opinion. Puis cet homme-là, c'est juste pour vous donner un exemple, c'est que les 4 dernières grandes bulles qu'on a eues, il les a vraiment vues, il les a nommées. Il y a des fois, il était un peu à l'avance, mais là, ce qu'il disait dans sa dernière lettre, c'est que vraiment, à l'heure actuelle, on est dans une bulle qui est dans une phase avancée. Et non seulement ça, on est dans une bulle qui est historique, puisque la bulle arrive au moment où une récession économique, ce qui est pour lui, il dit, c'est jamais arrivé de l'histoire de la finance. Ce qui était intéressant dans le billet de M. Grantham, c'est qu'il élabore vraiment de façon très claire 6 choses pour identifier la bulle actuelle qui a pu aussi se voir dans des bulles précédentes. Alors, les caractéristiques d'une bulle. Alors, c'est certain que nous, dans notre métier, on utilise beaucoup le cours-bénéfice des sociétés pour savoir où se situent les compagnies. Et comme vous pouvez voir dans le graphique qui est ici, on regarde les pratiquement 150 dernières années. On voit vraiment que la bulle de 2000, la bulle de 2007, puis on voit qu'on retourne exactement dans les mêmes genres de cours-bénéfices qu'on a connus précédemment, alors que, comme je l'ai dit, on est dans une récession économique. Donc, on est dans une situation où les cours-bénéfices n'ont aucun rapport avec actuellement la situation économique. Puis, je vais vous ramener un peu en arrière pour ceux qui suivent nos bandes dessinées. On a ici un graphique que j'avais demandé à mon illustrateur. En fait, c'est une recherche que j'ai vue au mois de juin dernier qui expliquait que le rendement boursier s'explique par le cours-bénéfice du marché dans lequel on rentre. Okay, pour ceux qui sont moins familiers avec les cours-bénéfices, c'est vraiment les bénéfices qu'une entreprise fait
et puis le prix où la compagnie se transige, mais là, c'est pour l'ensemble du marché. Donc, si l'entreprise se transige avec le marché, en fin de compte, se transige avec un cours-bénéfice de 20 fois, comme on voit ici un peu sur le graphique. Je ne sais pas si on le voit ici. Excusez-moi. Oh, ouais, ici. Quand j'ai écrit cette bande dessinée-là, on était à 22 fois les bénéfices. Donc, ce que je disais dans mon texte du mois de juin puis de la bande dessinée, La Tour de Babel, c'est que si on achète le marché à 22 fois les bénéfices dans un contexte historique, le rendement espéré sur une période de 10 ans ne devrait pas être au-dessus de 5 %. Mais là, on n'est plus à 22 fois les bénéfices, on est au-dessus de 30 fois les bénéfices. Donc, si vous regardez le graphique qui est ici, si je suis au-dessus de 30 fois les bénéfices, le rendement espéré pour les 10 prochaines années est sous la barre des zéros. Ça veut dire que si l'histoire est enseignant de ce qui pourrait arriver dans le futur, ça veut dire que rendu au cours bénéfice auquel on est, les probabilités de faire du rendement, si on reste sur le marché complètement investi, semblent pratiquement nulles. Le deuxième indicateur que M. Grantham nous donne, c'est pour identifier une bulle, c'est que les prix explosent à une vitesse exponentielle. Vous l'avez certainement vu au cours des 2-3 dernières semaines, il y a eu un phénomène vraiment exceptionnel sur plusieurs entreprises qui carrément doublaient à la journée. Donc, quand vous regardez le graphique ici, on peut voir vraiment, puis surtout depuis 2016, on peut voir vraiment que le marché s'accélère, surtout dans les titres technologiques, puis il y a vraiment une explosion. Donc, selon M. Grantham, c'est vraiment un indicateur à l'effet que lorsqu'il y a une accélération boursière de cette envergure-là, c'est vraiment qu'on est à la fin d'un cycle. Autre phénomène important, le graphique que je vous montre n'est pas complètement à date de l'année, mais ce que ça veut dire, c'est qu'un autre identifiant que M. Grantham nous montre, c'est que un des signes lorsqu'on est sur le bord d'un éclatement boursier, c'est que les banques d'affaires et les marchés boursiers profitent de l'euphorie pour émettre énormément de capital action, donc d'émettre des nouvelles compagnies sur la bourse. La dernière fois qu'on avait eu un nombre énorme de compagnies qui ont été émises en bourse, c'est dans l'année 1999. Donc, comme vous pouvez voir, il y a eu 486 compagnies qui ont été émises en bourse, ce qui était un record. Bien que le chiffre qui est montré dans le tableau ici soit 407 fois, le vrai chiffre final de l'année, c'est 480 fois. Donc, l'année dernière, c'était la première fois depuis plus de 21 ans qu'il y avait autant d'entreprises qui étaient émises en bourse. Donc, pour nous, c'est un indicateur que le marché, un autre des indicateurs qui montre que le marché est en surchauffe. Enfin, aussi, record de tous les records, c'est que dans les 30 premiers jours de l'année, il y a 118 compagnies qui sont rentrées en bourse dernièrement, dans le mois de janvier. L'autre point, c'est les spéculations deviennent de plus en plus populaires. Donc, on n'a qu'à penser à Tesla, BlackBerry, Nikola, GameStop qui se sont produits dans les dernières semaines. On voit que c'était complètement erratique. Puis normalement, quand les mouvements deviennent de cette ampleur-là, c'est qu'on est vraiment à la fin d'un cycle. Point numéro 5, ça c'est assez record, c'est le nombre d'investisseurs individuels augmente de façon significative. Au cours de la dernière année, il y aurait eu entre 10 et 12 millions de comptes de courtage qui se seront ouverts aux États-Unis, ce qui est tout simplement un record. Et l'impact que ça a eu, c'est que le nombre d'investisseurs qui ne sont pas expérimentés, qui sont rentrés dans le marché, a atteint 25 à 30 % de tous les comptes de courtage qui sont présentement ouverts aux États-Unis. Puis, c'est drôle, juste avant Noël, j'ai contact avec d'autres gestionnaires de portefeuille, puis je parlais à un gestionnaire que j'admire beaucoup, qui est Larry Sarbit. Puis Larry Sarbit me racontait, il dit, c'est incroyable, Pascal, il dit, ça ne s'est jamais arrivé ce qui se passe là en ce moment. Il dit, c'est comme si moi, je décidais de changer ma boîte électrique au sous-sol. Je ne connais rien à l'électricité, mais je me crois que je suis un professionnel qui peut changer une boîte électrique puis jouer dans les fils. Il dit, c'est sûr que si je faisais ça, je m'électrocute. Mais il dit, à l'heure actuelle, comme il n'y a pas eu encore de danger, la plupart des gens sont des professionnels dans leur tête. Tous ces nouveaux investisseurs-là, comme ils ont connu du succès dans les dernières années, sont extrêmement vulnérables. Ils savent, en fait, comme il me disait, ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. Donc, un autre des points de M. Grantham. Et le point numéro 6, graphique que nous avons fait au début de notre association avec Fred Noni, notre illustrateur, l'enthousiasme est à son paroxysme. L'avidité pour les gains augmente et l'intérêt pour la prudence baisse. Donc, les cycles boursiers commencent dans le pessimisme, qu'on a connu souvent, le scepticisme, l'optimisme et l'euphorie.
présentement, on est à ce stade d'euphorie-là, surtout quand on voit les marchés bouger de façon erratique, comme on l'a vu au cours des dernières semaines. Alors que pourtant, comme je vous l'ai partagé dans la bande dessinée, les taux d'intérêt excessivement bas, tout ce qu'on a connu dans la dernière année a été vraiment orchestré par la Fed, qui non seulement a baissé les taux d'intérêt à zéro, mais pour s'assurer vraiment que les taux d'intérêt soient aussi très bas dans le marché obligataire, pour la première fois de l'histoire des États-Unis, a acheté aussi massivement ses obligations. Ça veut dire que le gouvernement américain par la Fed est allé acheter directement les obligations sur le marché de son propre gouvernement. La dernière fois que j'ai vu la statistique, on était au mois de novembre, on parlait que la dette américaine était autour de 21 trilliards, puis il y avait pas loin de 8 trilliards qui avaient été rachetés par la Fed. Donc, ça veut dire que l'environnement de taux d'intérêt excessivement bas a été orchestré par les gouvernements. Donc, vous le savez, quand les taux d'intérêt sont excessivement bas, tous les actifs, que ce soit immobilier, que ce soit obligataire ou que ce soit en action, montent énormément. Est-ce que c'est possible que les taux se maintiennent? Possiblement, mais le danger que nous, on voit, c'est qu'éventuellement, les taux d'intérêt, il pourrait arriver un événement dans le marché que la Fed ne pourrait pas contrôler, puis les taux d'intérêt pourraient monter. On a entre autres une dette publique et corporative et personnelle à des sommets. Et les dernières statistiques qu'on a eues au niveau des PME, c'est que le nombre de PME qui arrivent au bout de ses capacités de liquidité est d'à peu près 40 à 50 des PME en Amérique du Nord. J'avais lu une recherche juste avant Noël. Il y avait une professeure d'université qui disait que, selon elle, 40 à 50 des PME aux États-Unis ne passeraient pas à travers cette crise-là. Alors, pourquoi la bourse monte? C'est un mystère. Alors, récession, incertitude économique, bulle immobilière, spectre inflationniste. Alors, tout ça, est-ce que c'est enthousiasmant? La réponse, c'est non. Mais le marché, lui, reste enthousiaste. Un autre indicateur que j'ai partagé à plusieurs d'entre vous, c'est l'indice de volatilité. J'aime beaucoup cet indice-là parce que c'est un indice qui me dit, est-ce que le marché est confiant ou le marché a peur? Alors, ce qu'on voit ici, c'est un indice qui est basé sur les produits dérivés de la bourse de Chicago qui suit l'indice Standard & Poor's 500. Et c'est des produits, dans cet indice-là, c'est des produits que les gestionnaires professionnels achètent pour se protéger soit d'une baisse soudaine ou d'une hausse soudaine. Comme lorsque la situation est très stable, les gestionnaires de portefeuille ne sentent pas le besoin d'acheter ces protections-là. Donc, comme il y a peu de gestionnaires qui les achètent, la prime ou la valeur de ces produits dérivés-là baisse. Alors, comme on peut voir ici dans le graphique au cours de l'année 2019, qui était une bonne année en bourse, on a vu que, grosso modo, la valeur de ces indices, de ces polices de protection-là a baissé, au point où, juste avant qu'il y ait la correction de mars, on était rendu à un plancher le prix qui est indiqué ici, c'est 14 $. Et quand s'est déclenché l'épidémie du COVID, la peur s'est emparée des marchés et tous les gestionnaires se sont empressés d'acheter ces polices d'assurance-là et le prix de l'indice est parti de 14 à 70. Puis après, on a assisté à l'intervention des gouvernements américains. Le gouvernement américain et la Fed qui ont injecté énormément d'argent dans les marchés. La confiance est revenue et tranquillement, la peur s'est estompée jusqu'à temps que le marché revienne à un niveau de confiance pratiquement le même qu'au mois de janvier, février dernier. Et là, ça nous amène à nous dire que là, la situation n'est pas la même qu'au mois de janvier l'année dernière. Alors, selon nous, le marché, dans le tableau que vous voyez là, le marché évalue très mal le risque à l'heure actuelle. Confiance qui est injustifiée, peur qui n'est pas au rendez-vous. Donc, on devrait peut-être se situer au milieu de ce graphique-là. L'heure et piège à éviter. C'est des propos que j'ai abordés un peu dans le texte de Grantham, mais la prémisse d'une bulle boursière fait en sorte que la plupart des gens pensent qu'ils vont pouvoir l'éviter puis qu'ils la comprennent. C'est quand même assez incroyable le nombre de professionnels de placement qui voient la bulle boursière à l'heure actuelle puis qui pensent qu'ils vont pouvoir se retirer au bon moment. C'est comme si la plupart des gens voient le danger, mais ils n'ont pas la conviction assez forte pour passer à l'action. Et nous, c'est ce qu'on fait. On pense qu'il y a un danger qui est imminent, puis on a décidé de vous conseiller de passer à l'action pour vous protéger. Les plupart des points que les gens pensent, c'est qu'ils vont pouvoir identifier, comme je vous dis, le bon moment. Mais tu sais, la leçon, c'est que
les gens ne savent pas comment retirer leur placement au bon moment. Le fait qu'il y ait des gains, puis le marché joue un effet comme un aimant incroyable. Les gains sont tellement énormes depuis quelques semaines, quelques mois, qu'on dirait que les gens, leur seul but, c'est de ne pas manquer ce qui se passe sur la bourse. Puis qu'ils pensent que l'autre point que j'ai eu avec plusieurs personnes, c'est que dans les dernières corrections qu'on a eues au cours des dernières années, puis vous avez sûrement expérimenté, là, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive une correction boursière, le rebond est très rapide. Hey, le rebond a été rapide l'année dernière, le rebond a été rapide en 2018, puis le rebond a été rapide en 2011. Puis même, je dirais que le rebond 2008-2009 a été assez rapide, mais pour ceux qui étaient investis dans les technologies en 2000, le rebond n'a pas été si rapide que ça. Si même je prends l'indice du Dow Jones, quand il a corrigé en 2000, ça a pris 7 ans à revenir où il était. Puis ensuite, il y a eu une autre correction en 2008-2009. Il a fallu attendre 2013-2014 pour revenir. Donc, ça veut dire que la bourse américaine s'est promenée dans un corridor assez au même prix de 2000 à 2014. Puis si je vais plus loin, quand il y a eu la correction de 1929, peut-être que vous savez cette statistique-là, mais ça a pris 25 ans à la bourse américaine pour rattraper le sommet de 1929. Donc, ça a fallu attendre 1954 pour revenir. Pourquoi je vous dis ça? La question que je me pose, c'est que si jamais il arrive une correction puis que l'économie est vraiment plus faible, est-ce qu'on peut espérer, dans une grosse correction, revenir au sommet qu'on va connaître seulement 6 mois ou 9 mois plus tard? J'ai des grands doutes là-dessus. Ceux qui tentent d'attraper le meilleur moment ne l'identifient jamais et finissent par glisser avec les autres. Rappelez-vous que la volonté de synchroniser les bulles a une longue histoire de déception. Comment se positionner stratégiquement avant l'éclatement d'une bulle financière? Tu sais, normalement, le fait d'investir dans des sociétés à 8, 9, 10 fois les bénéfices me donnait une conviction très forte de me protéger, mais je dois vous avouer que la correction du mois de mars a ébranlé un peu certaines convictions à court terme. La conviction, c'est que je vous donne un exemple, j'étais investi dans la compagnie Canadian Tire qui était restée ouverte, qui était performante. Et à 10 fois les bénéfices, je me sentais vraiment solide, mais honnêtement, la société est descendue à 67 $. Donc, j'ai vu pour la première fois de ma vie la société Canadian Tire se transiger sous la barre de 5 fois les bénéfices de l'année précédente. Ça, pour moi, c'était du jamais vu. Puis, il y a plusieurs autres titres que j'avais au portefeuille qui ont vraiment glissé de façon très forte. Alors, la raison pourquoi je vous partage ça, c'est que à l'heure actuelle, ce que je vois, c'est que plusieurs joueurs du marché qui ne savent pas ce qu'ils font à la hausse, est-ce qu'ils vont savoir ce qu'il faut faire à la baisse? Je ne suis pas sûr. C'est comme si on est dans un environnement de joueurs de marché qu'il faut se protéger de ces gens-là. Il y a des millions de personnes qui spéculent sur des produits qui n'ont pas cette valeur-là. Alors, est-ce qu'ils vont être à même de savoir quoi faire lorsque le marché va décrocher? Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller pour plus de liquidité parce que je pense que je suis vraiment un talent particulier pour saisir, voir, étudier les compagnies, voir la valeur ajoutée. Mais ce que le marché peut faire à court terme me dépasse complètement dans la dernière année. Donc, je me dis, c'est pour ça que dans beaucoup de vos portefeuilles, j'ai décidé de mettre énormément de liquidité dans vos comptes pour pouvoir être à même de saisir des opportunités qui peut-être vont être dans les meilleures opportunités qu'on a revues dans les dernières décennies. Je parlais aussi tantôt je vais juste revenir sur, parce que si je dis que les titres inversent au marché, le VIX, je vous disais que je me servais beaucoup du VIX pour savoir qu'est-ce que les gestionnaires pensaient. Mais ce qui est la beauté de la chose dans ce VIX-là, c'est que le VIX se trouve être aussi un produit qu'on peut acheter en bourse. Ça veut dire qu'on est capable d'acheter l'indice dans lequel il y a toutes ces polices de couverture-là. Et comme on est revenu au bas du marché, bien, je me dis, c'est un des rares produits avec lequel on va pouvoir faire de l'argent dans une correction sévère. Si jamais la correction devenait être sévère comme on a connu au printemps dernier, bien, vous voyez le genre de progression que ces couvertures-là, quand tout le monde panique puis décide d'aller acheter ces couvertures-là, les gains peuvent être assez importants. Je reviens, excusez-moi. Et valeur refuge, c'est drôle, j'ai fait une présentation au mois de septembre où je disais, oh non, j'ai dit l'or, l'argent, ce genre de produit-là, j'ai jamais joué ça, mais je dois avouer que historiquement, l'or et l'argent jouent un valeur refuge s'il devait y avoir une crise inflationniste. Une des craintes que j'ai, c'est qu'on ait une correction boursière, mais qu'elle soit suivie d'une inflation galopante. Si jamais l'inflation devait venir très forte, ça veut dire que la valeur de notre argent
perd de la valeur. Alors, qu'est-ce que les gens cherchent à avoir? C'est des valeurs concrètes, des choses qui ne sont pas du papier ou des choses physiques. Comme le marché immobilier est incertain, puis d'autres valeurs sont aussi incertaines sur la bourse, bien, d'acheter directement des métaux, que ce soit du cuivre, l'or, l'argent, ça peut être une valeur refuge. Puis j'ai identifié l'argent au début de l'année parce qu'il y a comme une anomalie qui se passe dans l'argent. L'argent se transige en ce moment 72 fois moins cher que le prix de l'or. Et historiquement, pendant 1500 ans, l'écart entre l'or et l'argent a été de 15 fois. Parce qu'à l'époque, au Moyen Âge, en Europe ou dans d'autres pays, ils faisaient des pièces de monnaie, c'était établi à l'avance. Puis ce ratio-là venait du minage. Ça veut dire qu'il se trouvait 15 fois plus d'argent lorsqu'ils faisaient du minage de métaux précieux que d'or. À l'heure actuelle, c'est plus vrai. Le différentiel est rendu à 8 fois. Et quand même, l'or et l'argent se transigent à 72 fois. Alors voilà, j'ai fait ça très rapide. J'avais peur de prendre trop de temps. Alors écoutez, je vous ai expédié beaucoup d'informations en 23 minutes. Alors écoutez, je vais répondre à des questions si des personnes m'ont envoyé des questions. Alors Madame Lucier, si vous êtes présente, je pourrais Oui, commencer à répondre à des merci. questions. Merci Pascal. Alors, c'était très intéressant. Je crois qu'on peut retenir que la situation est exceptionnelle sur les marchés boursiers, puis que ça requiert des actions exceptionnelles, peut-être même des sacrifices à court terme si on veut protéger notre patrimoine. Alors, il nous reste quand même pas mal de temps devant nous pour répondre aux questions des participants. Je vous rappelle que pour poser vos questions, il vous suffit de les écrire en cliquant sur le petit sigle questions-réponses au bas de l'écran. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite main si vous voulez poser votre question oralement. On va essayer de répondre au plus de questions possibles, mais sachez que si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à votre question, vous pouvez bien sûr en tout temps communiquer avec nous en dehors du webinaire. Alors, j'en profite pour vous signaler que le webinaire a été enregistré, donc il pourra être réécouté en rediffusion pour ceux qui le souhaitent. Et vous avez bien sûr la permission de le partager à vos connaissances, à ceux que vous voulez. Et vous allez retrouver le webinaire soit en allant sur notre site web, pascalcharpentier.com, ou dans la section des publications, ou encore par l'intermédiaire de notre page Facebook, Pascal Charpentier Gestionnaire, à laquelle on vous invite à vous abonner d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vais laisser la parole à Olivier qui a compilé les questions et encore une fois, je vous invite à poser la vôtre si vous en avez. OK, Pascal, on a quelques questions. Donc, à date, la plus populaire, c'est quelle proportion, quel pourcentage de liquidité on devrait avoir au portefeuille? C'est la bonne question. Moi, je me suis mis vraiment très liquide. La dernière fois que j'ai été aussi liquide que ça, c'est en 2000. À ce moment-là, je travaillais avec mon père, puis mon père avait eu la bonne idée de me dire on se met complètement liquide en mars 2000, 100% liquide. J'ai jamais regretté d'avoir fait ça. Et Michel, si tu t'écoutes, je te remercie encore de m'avoir aidé à prendre cette décision-là. Donc, je dis peut-être pas d'aller à 100% parce qu'on a pris des couvertures de marché, mais c'est certain que le plus, tu sais, c'est ça qui est difficile parce que vous voyez des journées comme cette semaine, ça a été une bonne journée, ça a été une bonne semaine en bourse. Après, c'est des décisions qui sont difficiles. Mais moi, je me dis, le plus de liquide que vous allez avoir au portefeuille, plus vous allez être satisfait à court, peut-être pas à court, mais à moyen et long terme. Donc, peut-être ça peut être 50, 70, 75% liquide. Je suis très à l'aise avec ces ratios-là. OK, ensuite, on nous demande si les commodités physiques ainsi que les indices comme le VIX ou ces protections-là peuvent suffire ou est-ce qu'il faudrait avoir plus de protection? Ben, c'est sûr que si ton portefeuille est déjà vraiment beaucoup en liquidité puis tu as un 5 ou 10% dans le VIX, je pense que à ce moment-là, tu deviens protégé sur ton portefeuille parce que le VIX se comporte complètement à l'inverse de la constance qu'on a en ce moment. Est-ce que tu pourrais avoir aussi des investissements dans d'autres choses? Éventuellement, comme j'ai commencé à me positionner pour certains clients dans l'argent pour me protéger à moyen et long terme sur l'inflation. Donc ça, je l'ai fait un peu pour des petits pourcentages. Donc, c'est les deux outils que j'utilise présentement. C'est les trois outils que j'utilise, c'est liquidité au compte,
avoir une petite partie du portefeuille dans un indice contraire comme le VIX, puis une petite position pour l'instant dans l'argent. Comme c'est un domaine qui est quand même hautement volatile, ça peut nous protéger, mais je ne conseille pas à personne de mettre des sommes démesurées dans l'indice de l'argent pour l'instant. OK. Ensuite, une petite question sur les taux d'intérêt. La Fed a promis de garder les taux bas pour un bon bout de temps. Est-ce que si les taux restent bas, la bourse va continuer de monter? Puis, qu'est-ce qui va avec le marché immobilier? Ben, tu sais, tous les actifs qu'on a sont évalués en fonction des taux d'intérêt. Puis, très honnêtement, la Fed va faire tout ce qu'elle peut pour pas que ça monte. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure dans la présentation, elle a mis les taux d'intérêt à zéro, même qu'en Europe, ils ont mis un taux négatif. Ensuite, pour s'assurer que, parce qu'il y a, comme je l'ai expliqué à plusieurs clients dans la bande dessinée, les taux d'intérêt excessivement bas, on a des taux d'intérêt qui sont mis par le taux d'escompte que la banque émet. Puis de l'autre côté, on se trouve à avoir les taux d'intérêt que le marché exige. Et le fait que la Fed soit intervenue pour acheter massivement des obligations de compagnies et du gouvernement a fait en sorte qu'elle a réussi à stabiliser les taux. Mais comme je l'ai dit à plusieurs, il s'agirait d'une grosse faillite. Une compagnie que personne ne voit venir puis qui se met sur la loi de la protection de la faillite. Puis du jour au lendemain, le risque est complètement évalué dans le marché. Puis les taux exigés pour les compagnies augmenteraient de façon considérable, comme on appelle ça les écarts de crédit, comme on a connu en 2008-2009. Dans la même optique, il y a des gens qui se demandent est-ce qu'une diversification du portefeuille serait bonne ou est-ce qu'on devrait investir dans les obligations pour se protéger? Bien, j'avais cette discussion-là avec un client ce matin qui a beaucoup d'obligations, puis il disait hey, mon portefeuille baisse. Et j'ai dit, le problème, c'est que les taux commencent à monter. Puis la valeur de vos coupons qui sont longs, la valeur, parce que mettons qu'il avait acheté une obligation à 3 sur 10 ans, la valeur de l'obligation, au lieu de se transiger à 100 se transigeait à 108 puis soudainement, elle a descendu à 107. Fait que, il faut savoir que si vous achetez des obligations à l'heure actuelle, puis l'échéance est longue, à mesure que les taux vont monter, vous allez perdre de l'argent dans les obligations. C'est pas arrivé, puis c'est pour ça que pour la plupart des gens qui investissent dans les obligations, c'est perturbant parce que les placements en obligations ont pas, obligations gouvernementales, je parle, les gens n'ont pas perdu beaucoup de capital avec les obligations dans les 30 dernières années parce que progressivement, depuis 30 ans, les taux baissent. Mais si jamais, comme on est au plancher des taux, si jamais les taux venaient qu'à monter subitement, même les portefeuilles en obligations seraient frappés. OK, une question qui tue. C'est quoi ton pire scénario possible? Eh boy! Quand je pense, je ne veux même pas répondre à ça. Je sais pas, tu sais, je pense qu'on a une bulle, tu sais, comme je l'ai exprimé dans le texte que j'ai écrit sur Grantham, on a une bulle boursière sur une économie qui décroît. C'est jamais arrivé. Fait que quand tout ça, comment le domino va se défaire, une fois que l'euphorie puis l'émotion de fête va se terminer, vous l'avez vu là en 3 semaines, comment les émotions sont devenues très fortes négatives au mois de mars, avril. Alors, je me dis, quand l'émotion embarque, je ne sais pas. Tu sais, je pense qu'on pourrait certainement connaître une correction qui pourrait être au moins de l'ampleur de celle de l'année dernière. OK. Ensuite, on se fait demander, est-ce que c'est le temps d'acheter une maison ou de vendre de l'immobilier? J'ai vendu le mien. J'avais un bloc appartement. J'ai vendu. Quand j'ai vu le nombre de fois le revenu de location que j'avais, j'ai acheté en 2000 un édifice à logement au centre-ville de Québec. Puis quand j'ai vu les prix, moi, j'ai décidé de vendre. Je passe chez le notaire demain. OK. On a un investisseur individuel qui se demande comment investir dans le VIX ou dans l'argent. Est-ce qu'il y a un placement en particulier ou est-ce qu'on achète ça physique? Ben, c'est drôle, hein? Je sais pas, j'en ai partagé à quelques personnes parmi vous là, que le VIX se transige comme pas le VIX. Le VIX, on peut l'acheter en bourse. Donc, vous achetez, il y a plusieurs symboles qui le font, mais le vrai symbole de iShares, c'est VXX. Pour l'argent, l'argent se transige en onces sur la bourse de New York sous le symbole SLV. Mais ce qui est drôle, c'est que il y a un écart à l'heure actuelle entre le prix de l'argent qui se transige en bourse et le prix sur la rue qui est de 35 %. Ce que ça veut dire, c'est qu'en argent canadien,
Si vous deviez acheter l'argent au moment où je vous parle, vous pourriez payer 33 $ canadiens pour acheter une once d'or sur la bourse en achetant des produits financiers boursiers. Et si vous deviez acheter l'argent sur vous deviez aller chez un numismate ou quelqu'un qui vend des onces ou des petits lingots d'argent, vous payeriez 45-46 $. Alors, je vous laisse à la conclusion pourquoi un écart de 35 % entre la valeur en bourse et la valeur sur la rue. Il y a comme quelque chose, une anomalie qui est inexplicable, là. OK. On se demande pourquoi la plupart des gestionnaires de portefeuille ne parlent pas de protéger leurs actifs ou ils ne voient peut-être pas de bulle en ce moment. Oui, non, ça, c'est vraiment intéressant. Puis peut-être, je ne sais pas si la personne qui me pose cette question-là a lu mon texte sur Jeremy Grantham. Je vais juste sortir ça. Pourquoi alors, dans un tel contexte, si peu de gestionnaires concèdent de mettre les placements à l'abri du marché? Je vous lis ce qu'il dit parce que c'est vraiment brillant. L'auteur explique tout simplement, se positionner contre une bulle peut créer une occasion d'enrichissement, mais cela vient avec le risque de mettre sa carrière en jeu. OK? Puisque des rendements inférieurs au marché à court terme sont presque garantis. Pour des entreprises de placement institutionnel, le risque d'affaires est tout simplement trop élevé. Pour eux, même si cela pourrait être profitable et pour leurs clients de mettre de l'argent de côté, c'est commercialement impensable, déplore Grantham. Aucune grande firme de placement n'a eu ce courage en 2000 alors que les indicateurs de bulle étaient évidents. OK, on a M. Saint-Pierre qui se demande les projections de la croissance économique US sont prévues à 4,6 % du PIB pour l'année prochaine. Que penses-tu de ça? Est-ce qu'on sort d'une récession ou l'économie est en croissance? M. Saint-Pierre, on est déjà en récession parce qu'on était à -6 l'année dernière. Ça veut dire que si on parle pour parler, si on fait juste croître de 4 % à partir de -6, ça veut dire que par rapport à 2019, on est encore en récession. On a parlé que les technologies sont surévaluées. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient être sous-évalués? C'est ça il y a plein de secteurs, comme la plupart des titres que j'ai vendus étaient sous-évalués. Ils se transigeaient à 9-10 fois les bénéfices, mais je voulais pas, tu sais, malgré, c'est ça, c'est une situation, c'est la première fois en 21 ans que je me mets autant à l'abri en argent. C'est que j'ai l'impression que quand ça va décrocher, même si j'achète des secteurs complètement sous-évalués, je parle des secteurs économiques, là, je ne parle pas du VIX ou de l'argent, c'est comme j'ai l'impression que à court terme, ça ne me mettra pas à l'abri. Puis comme je ne sais pas jusqu'où le monde va être assez fou pour tirer ça à la baisse, la meilleure chose que j'ai à vous conseiller à court terme, c'est d'avoir plus de liquidité dans votre compte. Est-ce que tu as un deadline pour la récession ou la chute des marchés ou on ne sait pas vraiment? La chute des marchés, je ne sais pas. La récession, on est déjà dedans. Mais tu sais, c'est comme si c'est pas... Tu sais, ce qu'on entend beaucoup dans nos médias ou dans les journaux, c'est qu'on s'attarde beaucoup sur le problème de santé qu'on a collectif. Puis tout le focus est mis là-dessus. J'ai l'impression que lorsque la situation va tranquillement se résorber, j'ai l'impression que les gens qui fouillent un peu vont commencer à dire « Regardez les autres problèmes de la société que ceux du nombre de personnes hospitalisées ». OK, on se fait souvent poser la question si je dois renouveler mon hypothèque cette année ou dans les prochaines semaines, qu'est-ce que tu conseilles? C'est drôle parce que si moi je devais, mais ça c'est personnel, si moi je devais me fixer un prêt, j'essaierais que ce soit le taux d'intérêt le plus bas possible avec l'échéance la plus longue possible, pas avoir à gérer un renouvellement au cours des prochaines années. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait plein d'indices de bulles, des compagnies surévaluées, puis finalement il ne s'est rien passé, puis tout a été beau? Ben, je trouve qu'on est dans plusieurs titres, on est en bulle depuis 2 ans. Là. Donc, si je dis depuis... Tu sais, parce que la grosse bulle qu'on a eue a duré, mettons, 98-99, début 2000, mais là, elle est vraiment plus longue. Là. Tu sais, ça fait, je dirais, on a commencé à rentrer dans ce cycle-là depuis 2016, puis je l'ai expliqué dans plusieurs billets, mais c'est
en grande partie dû au fait que l'argent est concentré dans des indices. Ce que tout le monde ignore, c'est que la plupart du monde sont investis de la même façon, que ce soit dans leur fonds indiciels ou dans leur fonds mutuels. Tout le monde court après les mêmes choses. Fait que là, la bulle, à mon point de vue, est énorme à l'heure actuelle du fait de la concentration. Il n'y a plus beaucoup de points de vue divergents sur le marché. Des gens qui investissent de façon contraire deviennent vraiment des exceptions. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que Mike Burry avait dit, Olivier, au mois d'août 2019. Il dit, à l'heure actuelle, il dit l'argent est concentré sur plusieurs grandes sociétés investies de façon indicielle. Puis Mike Burry, il disait qu'à l'heure actuelle, tout le monde est dans un stade qui est complètement craqué, abondé. Puis quand le monde va vouloir sortir, il va juste avoir une sortie. Donc, c'est ça. C'est une des raisons pour laquelle je sors du marché, c'est que je me dis, la structure du marché boursier en ce moment est trop concentrée dans une même genre de transaction. Donc, je trouve ça périlleux. OK. Si on suit ton conseil puis qu'on liquide nos portefeuilles, on va avoir une facture salée d'impôt l'année prochaine. Est-ce que ça va faire baisser notre portefeuille au prorata? Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr qu'il y a toujours une facture associée à ça de vendre des titres qu'on a depuis longtemps, mais je me rappelle d'avoir eu une histoire avec un client qui avait un très gros gain sur une société qui était en zone de bulle en 2000. Puis il n'a jamais voulu vendre son titre en 2000 parce qu'il allait payer trop d'impôts. Puis finalement, il l'a jamais vendu, puis la compagnie n'existe plus. Donc, je me dis, vous êtes mieux de ne pas être cupide à ce niveau-là, puis de dire, je protège mon argent. Puis c'est sûr que l'impact fiscal est énorme, mais tu sais, je me dis, il fait une époque où le gain capital est imposé à 75 là, on est à 50. Si les gouvernements sont en difficulté, il n'y a rien qui ne dit pas que le taux d'imposition sur le gain en capital ne changera pas. Donc, moi, je pense que vous avez avantage à bouger. Qu'est-ce que tu penses des options de vente pour se protéger? Des cover calls. Ce qui m'a toujours impressionné là-dedans, c'est que tu achètes une option ou tu vends une option. Ça peut être intéressant d'acheter une option de vente pour se protéger, mais je ne sais pas si je vais bien répondre à la question. Mais souvent, les gens qui vendaient des options de vente, je trouvais que la prime qu'on recevait, c'est que tu vends, si tu fais une option de vente puis tu vends ton titre, tu vas recevoir une prime pour avoir vendu, mais si le titre baisse en bas de la prime que tu touches, ça vaut pas la peine. Tu es mieux complètement de vendre l'action. Mais si c'est acheter une option de vente, ça peut être une option. Quelqu'un pourrait acheter une option de vente pour essayer de jouer le marché à la baisse, mais là, ça devient, c'est une autre stratégie à ce moment-là que moi, je fais pas. On parlait de l'argent. Le prix a quand même monté cette année. Est-ce que ça vaut encore la peine? Tu sais, je me suis pas intéressé beaucoup à l'argent, mais je cherchais avec Olivier, on cherchait justement des valeurs refuges dans des situations de crise. Puis c'est tout me ramener à l'argent, pas parce que j'aime l'argent, mais parce que l'or et l'argent sont des valeurs refuges. Je pense que si on regarde la moyenne historique, on est dans la moyenne historique à l'heure actuelle. Peut-être que dans les dernières années, ça s'est transigé à 17-18 $. Mais il ne faut juste pas oublier que pendant la crise de 2008, le prix de l'argent a monté à 50 $. Et je pense que la problématique à l'heure actuelle est peut-être plus importante. Donc, si quelqu'un veut se protéger éventuellement contre l'inflation, ça peut être un outil. Je ne dis pas de mettre 50 % de ton portefeuille là-dedans, mais de l'avoir comme un outil dans le portefeuille à court terme, ça peut être une bonne chose, même au prix de 24 $ actuel. Donc, après une correction, ou s'il n'y a pas de correction, c'est quoi qui va te faire réentrer dans le marché? Je veux voir les vrais résultats des compagnies et les vrais résultats économiques parce qu'à l'heure actuelle, on a très peu de chiffres à se mettre économiques à se mettre sous la dent. Fait que je me dis, la prochaine fois que je vais regarder un indicateur, je vais avoir les faits d'un résultat des compagnies. Parce que là, moi, je m'attends à ce que certains secteurs soient vraiment maganés. Fait qu'à partir de ce moment-là, puis comme je te disais, Olivier, là, j'ai dit, quand je suis rentré dans Canadian Tire en 2012, ça a pris 2 ans avant que le marché reconnaisse les bons résultats de Canadian Tire. Fait qu'imaginez-vous, si on a des fois, là, c'est qu'on a une euphorie, puis tout le monde achète sans avoir de preuves sur les résultats des compagnies. Mais je peux vous dire que ça arrive souvent dans la bourse
qu'on a des preuves, puis le marché les ignore pendant des années. Fait qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'on va vraiment avoir le temps de regarder certains résultats de compagnie pour pouvoir se repositionner. OK. Si le scénario arrive et qu'on a une correction majeure, est-ce qu'on a des titres en particulier dans lesquels on va investir ou ce serait quoi les options de placement dans un tel cas? Je vais vous dire franchement, c'est sûr qu'avec un problème économique qui s'en vient, moi, je me dis, je privilégierais tous les titres défensifs. Tu sais, ça n'a pas paru, mais tous les titres d'épicerie au Canada n'ont pas monté tant que ça cette année, alors que les profits, tu sais, j'étudiais juste avant Noël les résultats de IGA Empire. Les résultats ont été extraordinaires, puis le titre, il se transige encore en bas du prix avant la pandémie. Est-ce que c'est normal qu'une compagnie d'épicerie qui a augmenté son chiffre d'affaires et ses bénéfices de façon considérable se transige en bas du prix d'avant la pandémie? Donc, je pense qu'il y a moyen de se positionner sur des titres comme les épiceries, des pharmacies. En fait, ça va être beaucoup des mêmes titres que je jouais, que je vais me repositionner, mais j'ai l'impression que les titres cycliques, il va falloir vraiment que ce soit des méga aubaines pour que j'embarque. Est-ce que tout le monde est là? Oui? Oui, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions. Écoutez, on est rentré dans notre temps. Alors, écoutez, merci d'avoir été présent en grand nombre. N'hésitez pas à m'envoyer des courriels si vous avez des questions ou à m'appeler. Je sais que j'ai fait ça rapidement, peut-être plus rapidement que je voulais. Je ne voulais pas prendre trop de votre temps, mais sachez que c'est une période où votre prudence va être grandement récompensée. Puis, je veux vraiment être votre allié dans ce que je vois là. Alors, écoutez, n'hésitez pas à communiquer avec moi, puis merci d'avoir été là. Au revoir.